La douleur dans les pieds d'Hélène Vance était une pulsation sourde et persistante, un métronome comptant les minutes de son service. Depuis 3 semaines, c'était sa réalité. Cette douleur était nouvelle. Avant cela, la plus grande souffrance que ses pieds avaient endurée était une paire de talons Christian Louboutin mal choisis lors d'un gala de charité auquel elle avait été forcée d'assister. Maintenant, les fines semelles usées de ses chaussures noires réglementaires semblaient à peine plus que du carton la séparant du sol en marbre froid du Zénith. Le Zénith n'était pas seulement un restaurant. C'était un théâtre situé au 64e étage d'un gratte-ciel de la Défense. Ses baies vitrées offraient une vue divine et à couper le souffle sur Paris. La clientèle était un mélange de vieilles fortunes, de nouvelles technologies et de ce pouvoir politique qui n'a pas besoin d'élever la voix. L'air sentait le vin vieux, l'huile de truffe atomisée et le parfum le plus léger et le plus pur de la cire d'abeille provenant de l'acajou poli quotidiennement. Hélène, ou Ella, comme l'indiquait son badge, était une serveuse épouvantable. Elle était maladroite, pas de façon désastreuse, mais ses mouvements étaient hésitants. Elle manquait de la grâce fluide et athlétique des serveurs de carrière, des hommes et des femmes qui pouvaient se faufiler dans une salle à manger bondée, tenant un plateau de flûte de champagne en l'air sans le moindre tremblement. Son esprit, si vif et décisif dans d'autres domaines de sa vie, court-circuitait face à 8 types de fourchettes différents. Et là, la table 4 a besoin d'eau. La table 9 demande l'addition, et votre station est un désastre, lança Marie, la directrice générale du restaurant. Marie était une femme dans la cinquantaine avancée, avec des yeux sombres et perçants, et des cheveux tirés en arrière si fort que cela semblait étirer la peau de ses pommettes. Elle dirigeait le Zénith avec la précision d'un chronomètre militaire. Elle était aussi la seule personne dans ce bâtiment, à l'exception des 2 hommes se faisant passer pour des commis débarrasseurs, à connaître le vrai nom d'Hélène. « Oui, Marie. »« Désolée, Marie, » murmura Hélène, saisissant une lourde carafe d'eau en argent. En se dirigeant vers la table 4, elle gardait la tête basse, ses yeux balayant la salle. C'était le véritable but de sa maladresse. Les gens ignoraient le personnel, surtout les maladroits. Ils la rejetaient et, dans ce rejet, ils devenaient négligents. Dans son petit appartement quelconque, loin du domaine familial des Vance dans la vallée de Chevreuse, se trouvait un carnet. Il était déjà à moitié rempli. Mardi 19h15, JT a rencontré 2 avocats de Harrison et Specter. Sujet, mobilisation d'actifs. Mention de la liquidation de la propriété de Lyon. Mercredi 13h30, JT déjeune avec Morgane Colbert. JT a commandé le plateau de fruits de mer Neptune à 400 €. Colbert est un sycophante. Harry a toutes les blagues de JT. Sujet, projet Cerbère. JT a dit, la vieille n'y verra que du feu. Vendredi, JT avec une femme inconnue, pas son épouse, a payé avec une carte personnelle. La vieille, c'était sa grand-mère, Annelise Vance, la matriarche de Vance Sterling Holdings, un conglomérat tentaculaire centenaire d'immobilier, de transport maritime et de technologie durable. Et Jean Thorne, JT, était le PDG en or qu'ils avaient embauché il y a 2 ans pour propulser l'entreprise historique dans l'ère moderne. Au lieu de cela, il la liquidait de l'intérieur. Hélène a rempli les verres d'eau à la table 4, sa main tremblant juste assez pour paraître nerveuse. Le couple ne leva même pas les yeux. « Merci, ma petite », murmura la femme, absorbée par l'histoire de son compagnon. Invisible. C'était le but. Elle retourna à sa station, pliant des serviettes avec une lenteur laborieuse et maladroite. Ses pensées passèrent de la douleur dans ses pieds à la douleur dans son cœur. Elle n'avait pas voulu de cela. Elle avait un MBA de HEC Paris et un master en expertise comptable judiciaire. Elle était censée diriger le nouveau fonds d'acquisition de technologies vertes de l'entreprise. Mais il y a 6 mois, lors de la réunion trimestrielle du conseil d'administration, les chiffres lui avaient semblé faux. Les bénéfices étaient en baisse, mais les dépenses de la direction étaient en hausse de 300%. Thorne avait expliqué cela par des coûts d'acquisition de clients agressifs et de restructuration. Les membres plus âgés du conseil, charmés par son beau parler et ses présentations impressionnantes pleines de mots à la mode, avaient hoché la tête. Mais Hélène et sa grand-mère Annelise avaient vu la vérité. Les chiffres n'étaient pas seulement faux. Ils étaient un mensonge. Thorne était un parasite, vidant de sa substance l'entreprise que son arrière-grand-père avait bâtie. Il était intelligent, cependant. Il utilisait des intermédiaires, des sociétés écrans et des serveurs cryptés. Les auditeurs internes de l'entreprise, ceux sur sa liste de paie, n'avaient rien trouvé. Alors, Hélène avait proposé un autre type d'audit. « C'est un égocentrique », avait dit Hélène à sa grand-mère dans le calme de la bibliothèque familiale. « Il a besoin d'un public, et sa scène préférée est le Zénith. » « Ce restaurant », avait dit Annelise, un froncement de sourcils rare sur son visage.
Mon mari, votre grand-père, a acheté ce bâtiment en 1988. C'est l'un de nos meilleurs actifs, et Thorn essaie de le vendre, avait révélé Hélène, à une société écran basée aux îles Caïmans pour une fraction de sa valeur. Marie, la directrice, est avec nous depuis 30 ans. Elle m'aidera. Et ainsi, Ella, la serveuse maladroite, était née. Elle avait 3 semaines de données, mais il lui manquait la pièce finale, la preuve irréfutable. Elle avait besoin d'entendre Thorn lier explicitement le projet Cerbère à une action illégale spécifique ou à un adversaire connu. Ce soir, selon une invitation de calendrier que son équipe avait décryptée, c'était le grand soir. Thorn rencontrait Esser à 20 heures précises. La voix de l'hôtesse crépita légèrement dans l'oreillette cachée d'Hélène. Le groupe de Monsieur Thorn monte. Hélène essuya ses paumes moites sur son tablier. Marie croisa son regard de l'autre côté de la pièce, fit un unique signe de tête sec et pointa du doigt. Et là, vous vous occupez de la table 12, la section VIP. Moi, dit Hélène, sa voix un authentique couinement de panique. Marie, je renverse toujours tout. Je sais, dit Marie, le visage impassible. C'est pourquoi vous êtes parfaite. Ils ne vous verront même pas. Hélène prit une profonde inspiration. La douleur dans ses pieds disparut, remplacée par le frisson froid et vif de la chasse. Le spectacle allait commencer. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un doux et luxueux sifflement. Jean Thorn n'entrait pas simplement dans une pièce, il la conquérait. C'était un homme grand, impeccablement vêtu d'un costume Zilli sur mesure de la couleur d'un ciel de minuit. Ses cheveux poivre et sel étaient parfaitement coiffés, et à son poignet, une Patek Philippe Nautilus scintillait, un signal désinvolte de 100 000 € de son statut. Il se déplaçait avec la grâce prédatrice d'un homme à qui on n'avait jamais dit non et qui n'aurait pas écouté si on l'avait fait. Il était flanqué de 2 hommes. Le premier, Hélène le reconnut instantanément. Morgan Colbert, le vice-président des projets spéciaux de Thorn. Colbert était jeune, beau d'une manière fade, et ses yeux parcouraient la pièce, cherchant perpétuellement l'approbation. C'était un béni-oui-oui professionnel. Le deuxième homme était nouveau. Il était plus âgé, avec un cou épais et un visage qui semblait avoir été taillé dans le granit. Il portait un costume tout aussi cher que celui de Thorn, mais sans le style. Il dégageait un silence froid et lourd. Ce devait être Esser. Jean, mon ami, cet endroit est élevé, dit le second homme, sa voix un grondement grave avec un accent distinct d'Europe de l'Est. Seulement le meilleur pour toi, Sergueï, claironna Thorn, lui frappant le dos. Sergueï Rostov, messieurs, l'avenir. Le sang d'Hélène se glaça. Sergueï Rostov. Pas seulement un partenaire potentiel. Rostov était le PDG de Rostov Global, une entreprise de logistique notoirement impitoyable basée à Chypre. Vance Sterling Holdings était actuellement engagé dans un procès de 50 millions € avec Rostov à Singapour pour une rupture de contrat de transport maritime. Le rencontrer était une violation catastrophique de l'obligation de fiduciaire. Le divertir aux frais de l'entreprise serait, tout simplement, une fraude. Ça y est. Marie les conduisit à la table 12, la meilleure de la maison, une banquette semi-circulaire nichée dans une alcôve privée surplombant la ville. Votre serveuse, Ella, s'occupera de vous, dit Marie, sa voix douce. Thorn ne regarda même pas Hélène. Il fit un geste de la main dédaigneux. Bien, bien. Juste du champagne, le Dom Pérignon œnothèque, et le service de caviar complet, etc. Beaucoup de tout. Tout de suite, monsieur Thorn, murmura Hélène, gardant les yeux baissés. Elle se dépêcha d'aller au bar, son esprit tournant à plein régime. Rostov. Sa rencontre avec Rostov. Elle transmit la commande de boisson, ses doigts tapotant un message codé sur le côté de sa jambe, un signal aux 2 commis débarrasseurs, qui étaient en réalité d'anciens agents de sécurité du Mossad sur la liste de paix privée de sa grand-mère, que la cible principale était confirmée. Quand elle revint avec le service de caviar, un serviteur en cristal à 3 niveaux empilés de glace, de blinis et de perles noires brillantes, Thorn était en plein mode vendeur. Et c'est là toute la beauté du projet Cerbère, Sergueï. Le conseil d'administration est endormi. Ils sont vieux. Ils sont fatigués. Ils veulent juste voir les chèques de dividendes. Ils ne regardent pas le comment. Et la vieille, Vance demanda Rostov, prenant une petite montagne de caviar sur un blini. Thorn laissa échapper un rire court et laid. Annelise. C'est un dinosaure. Elle est occupée à financer des galeries d'art et à sauver les baleines. Elle a complètement perdu le fil. Le temps qu'elle réalise que nous avons découpé les actifs rentables, Cerbère sera une entité autonome, et nous serons, disons simplement que nous serons très, très heureux. Hélène plaça une petite cuillère en nacre à côté de l'assiette de Thorn. Sa main tremblait,
Mais cette fois, c'était de pure rage non dissimulée. Il parlait de sa famille, de son héritage, comme si c'était une carcasse à dépecer. « Attention, ma fille », lança Morgan Colbert, remarquant son tremblement. « Pardon, monsieur. » Thorne la regarda enfin. Ses yeux, d'un bleu froid et perçant, la parcoururent. Il vit les chaussures bon marché, l'uniforme en polyester mal ajusté, la rougeur nerveuse sur ses joues. Il vit une personne insignifiante. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, non par intérêt, mais comme une affirmation de pouvoir. « Ella, monsieur. »« Ella. »« Eh bien, Ella, essayez de ne pas renverser. C'est un costume très cher. » Il se tourna de nouveau vers Rostov. « Maintenant, en ce qui concerne le problème de Singapour. » Hélène se retira, son corps vibrant d'adrénaline. Elle avait les acteurs. Elle avait le nom du projet. Elle avait le mobile. Il ne lui manquait plus que le lien tangible final. Le champagne arriva, suivi des entrées. Hélène entrait et sortait de la conversation, un fantôme en arrière-plan, débarrassant les assiettes, remplissant l'eau et écoutant. Thorne se vantait des actifs historiques qu'il prévoyait de mobiliser. Il parlait de l'immeuble de Lyon, de la flotte de navires, du Zénith lui-même. Cet immeuble, dit Thorne en désignant la fenêtre, est une mine d'or, mais il est bloqué dans le fond du patrimoine Vence. Annelise est sentimentale. Elle ne vendra pas. Alors, Cerbère va simplement l'absorber. Nous avons créé une série de petites dettes en cascade contre la propriété. Dans 3 mois, elle sera en défaut et le créancier principal, une société écran que je contrôle, la saisira. Propre, simple. Rostov parut impressionné. Et vous êtes le PDG. Vous pouvez autoriser cela? Je peux tout autoriser, dit Thorne, la poitrine bombée. Il tourna ensuite son attention vers la carte des vins. Un lourd volume relié en cuir. Maintenant, la vraie célébration. Quelle est la chose la plus chère que vous ayez en cave? Marie, qui était restée à proximité, s'avança. Ce serait le château Pétrus 1982, monsieur. Il nous reste une bouteille. Combien? Demanda Thorne, une lueur dans l'œil. 5 200 €, monsieur. Thorne sourit. Nous la prenons. C'est une nuit pour les gagnants, messieurs. Un excellent choix, monsieur Thorne, dit Marie en inclinant la tête. Elle jeta un coup d'œil à Hélène. Maintenant. Hélène acquiesça. C'était le moment. Le vin était l'élément matériel de la fraude. Une dépense d'entreprise indéfendable. Elle se dirigea vers le poste du sommelier pour récupérer la bouteille et le berceau. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. Le château Pétrus était une légende. Il reposait dans un berceau en acajou doublé de velours. Son étiquette était fanée, son bouchon impeccable. Hélène, dont les mains avaient été formées à l'expertise comptable judiciaire, pas à l'œnologie, sentit une véritable vague de panique. Cette bouteille valait plus que la voiture avec laquelle elle était venue. Elle poussa le petit chariot jusqu'à la table. Thorne et ses invités se turent, leur attention fixée sur la bouteille. C'était le rituel. « Monsieur Thorne », commença Hélène, la voix tremblant légèrement. « Le château Pétrus 1982. »« Oui, oui, ouvrez-la, c'est tout », dit Thorne avec impatience. Les mains d'Hélène tâtonnèrent avec le tire-bouchon. Le sommelier lui semblait étranger et complexe dans sa prise. Elle réussit à insérer la mèche dans le bouchon, mais elle était légèrement décentrée. Elle essaya de corriger. « Respire, Hélène. Tu as décrypté le pare-feu d'une banque suisse. Tu peux ouvrir une bouteille de vin. » Elle commença à tirer. Le vieux bouchon était fragile. Il couina en signe de protestation. Elle tira plus fort, son visage s'empourprant. Couinement. Grincement. Un minuscule morceau poussiéreux du bord du bouchon se détacha et tomba sur la nappe blanche immaculée, atterrissant près du bouton de manchette à 2000 € de Thorne. La table devint silencieuse. Morgan Colbert grimaça. Sergueï Rostov haussa un seul sourcil broussailleux. Jean Thorne fixa la petite miette de liège. Il ne bougea pas pendant 5 bonnes secondes. Puis, lentement, il leva la tête et une expression d'incrédulité et de mépris total se répandit sur son visage. Il ne cria pas. Il rit. Ce n'était pas un son agréable. C'était un aboiement court et aigu de ridicule. « Mon Dieu » gloussa-t-il en regardant ses invités. « Pouvez-vous croire ça? Il laisse ça manipuler un Pétrus 82 ?» Il tourna ses yeux bleus et froids vers Hélène. Elle se figea, sa main toujours sur le tire-bouchon. « Ma chérie, » dit-il, sa voix dégoulinant de condescendance. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous touchez? Cette bouteille, cette seule bouteille de vin, coûte plus que votre salaire annuel entier.
Elle coûte plus que cet appartement miteux dans lequel vous vivez probablement. Elle coûte probablement plus que n'importe quel rêve que vous ayez jamais eu. Le visage d'Hélène brûlait. Elle sentait les yeux de toute la section VIP sur elle. Je suis désolé, monsieur. C'est juste que... C'est juste quoi? Thorne se pencha, sa voix baissant à un ricanement conspirateur. C'est juste que vous n'avez jamais rien tenu de précieux dans votre vie, n'est-ce pas? Vous êtes une petite rien du tout maladroite. Un bruit de fond. Il fit un geste vers la salle opulente, les lustres étincelants, la ligne d'horizon, les autres convives dans leurs vêtements de créateurs. Ça, dit-il, c'est notre monde. Un monde que vous ne faites que servir. Vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas votre place. Vous êtes dans un monde que vous ne pouvez pas vous permettre. Il agita la main. Sortez. Sortez de ma vue. Envoyez le sommelier. Envoyez quelqu'un qui sait ce qu'il fait. L'humiliation, brûlante et totale, la submergea. Chaque fibre de son être criait. L'avance en elle voulait prendre la bouteille à 5200 € et la lui renverser sur les genoux. L'avance en elle voulait lui dire que son appartement miteux était un pantouse dans le quartier financier et que son rêve était de le voir dans une combinaison de prison orange. Mais l'auditrice en elle, l'auditrice sourit simplement. Elle ne sourit pas avec sa bouche. Elle sourit avec ses yeux. Elle soutint son regard pendant une brève et froide seconde. Et dans cette seconde, elle ne le vit pas seulement lui. Elle vit ses codes bancaires. Elle vit ses fichiers cryptés. Elle vit sa chute. Il venait de lui donner l'ouverture parfaite. « Oui, monsieur », murmura Ella, la voix pleine de fausses larmes. « Tout de suite, monsieur. Je suis tellement désolé. » Elle se tourna et s'enfuit, non pas vers le sommelier, mais directement vers le poste de service arrière où Marie attendait. « C'est un monstre », siffla Marie, ses yeux sombres brillant de colère. « C'est un imbécile », corrigea Hélène, son sang-froid revenant instantanément. Elle essuya les larmes de crocodile de son visage. « Il est arrogant. Il est aveuglé par l'ego et il divertit un adversaire juridique. Il est fini. Alors, maintenant. » Hélène regarda le terminal principal du point de vente. Maintenant, il paie l'addition. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, il faut comprendre qu'Hélène Vance n'était pas seulement une petite fille en colère. Elle était une arme. Et depuis 6 mois, sa grand-mère, Annelise Vance, la pointait directement sur Jean Thorne. La scène dans la salle du conseil de Vance Sterling revint à l'esprit d'Hélène alors qu'elle se tenait dans le couloir de service. C'était un jour froid et pluvieux d'avril. Les 20 membres du conseil, principalement des hommes dans la soixantaine, étaient assis autour d'une table en obsidienne polie. Les chiffres sont stables, Annelise, avait argumenté l'un d'eux, un homme nommé Henderson. La restructuration de Jean est agressive, mais c'est ce dont nous avons besoin. Annelise Vance, petite et élégante à la tête de la table, avait simplement posé sa tasse de thé dans sa soucoupe. Le clic de la porcelaine sur la porcelaine fut plus fort qu'un coup de feu. « Monsieur Henderson », avait-elle dit, sa voix calme et claire. « Vous confondez activité et accomplissement. Notre endettement a triplé. Nos actifs principaux sont gagés contre rien. Des projets de développement vagues. Jean est un magicien. Il vous montre une grande illusion d'une main pendant qu'il vous dévalise de l'autre. » Puis elle s'était tournée vers Hélène. « Hélène, présentez vos conclusions. » Pendant 20 minutes, Hélène avait tout exposé. Elle n'avait pas de preuves. Pas encore. Mais elle avait des schémas. Elle avait une piste de miettes de pain numérique. Elle leur a montré comment Thorne avait contourné les protocoles d'approvisionnement standard en utilisant une série de sociétés de conseil nouvellement créées qui menaient toutes à une seule boîte postale aux îles Caïmans. Une boîte postale qu'Hélène, après 3 nuits blanches de codage, avait reliée à l'ancien camarade de chambre d'université de Thorne. Il construit une société fantôme, mesdames et messieurs, avait conclu Hélène. Il prend nos actifs, nos contrats et notre capital, et il les déplace dans une entité qu'il contrôle seul. Il l'appelle Projet Cerbère. Il construit un chien à 3 têtes pour garder les portes de son nouveau royaume volé, et il utilise notre propre argent pour le faire. Le conseil était abasourdi. Annelise avait fait son mouvement. « Nous ne pouvons pas aller à l'AMF. »« Pas encore », avait déclaré la matriarche. Un scandale public briserait la confiance des actionnaires. Notre action chuterait, et nous serions ceux qui perdent pendant que Jean s'en va avec ses milliards volés. Cela doit être géré en interne, discrètement et chirurgicalement. C'est alors qu'Hélène avait proposé son plan. C'est un égocentrique. Il doit se vanter, et il le fait au Zénith, notre restaurant. Laissez-moi entrer. Pas en tant que membre du conseil, pas en tant qu'auditrice, en tant que serveuse. J'obtiendrai la preuve. C'était un pari fou et désespéré,
Mais Annelise en avait vu le génie. Approuvé, avait-elle dit. Mais le plan était bien plus complexe que de simplement porter un tablier. Depuis 3 semaines, Hélène n'était pas seulement Ella la serveuse. Elle avait été le centre d'une enquête interne massive. Les 2 commis débarrasseurs, David et Hugo, étaient sa sécurité. Marie était sa coordinatrice sur site. Et dans une camionnette de surveillance high-tech garée dans la baie de chargement 64 étages plus bas, une équipe de 3 personnes de la division de gestion des risques de Vance Sterling, un nom poli pour leur unité de contre-espionnage interne, écoutait chaque mot. L'oreillette que portait Hélène était moulée sur mesure et à commande vocale. Le petit bouton perdu sur son tablier était une caméra haute résolution. Plus important encore, Hélène travaillait avec la banque de l'entreprise, le Crédit Amalgamé. La carte Funders de M. Thorne a une autorisation de dépenses illimitée, avait expliqué le vice-président de la banque, un loyaliste de longue date de Vance. Il peut acheter une voiture, un bateau, un immeuble. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas, avait convenu Hélène. Mais vous pouvez le signaler. Je veux un signalement fantôme sur le compte. Je veux être alerté de chaque transaction. Et je veux, hypothétiquement bien sûr, la possibilité de déclencher un refus sur ces autres cartes juste pour, disons, 30 secondes, assez longtemps pour provoquer un pépin. Le vice-président avait été nerveux. Mademoiselle Vance, c'est manipuler le système. Monsieur Thorne, avait rétorqué Hélène, est en train de voler le système. De qui avez-vous le plus peur? De lui ou de ma grand-mère? Le vice-président avait accepté d'aider. Ainsi, alors qu'Hélène se tenait dans le couloir de service, elle n'était pas seulement une serveuse humiliée. Elle était un général, ses pièces parfaitement en place. L'insulte de Thorne n'avait pas été une défaite. C'était une erreur tactique. Il avait montré son jeu. Il avait confirmé son arrogance. Et il venait de commander une bouteille de vin à 5200 € pour courtiser illégalement un adversaire en litige juste après s'être vanté d'un plan de saisie frauduleuse d'un actif de l'entreprise. C'était, comme Hélène se le disait, une journée parfaite au bureau. Elle fit un signe de tête à Marie. Le sommelier peut ouvrir le vin, mais dites-lui d'être lent. Je dois passer un appel, et ensuite j'ai besoin que vous imprimiez l'addition de la table 12. Mais ils n'ont pas commandé de dessert, dit Marie. Ils ont fini, dit Hélène, sa voix se durcissant. Monsieur Thorne ne le sait tout simplement pas encore. Hélène entra dans le cellier sec, l'odeur d'herbe séchée et de sac en toile de jute l'entourant. Elle appuya sur le côté de son oreillette. « Benoît, vous écoutez » chuchota-t-elle. Chaque mot, Mademoiselle Vance, répondit une voix dans son oreille. C'était Benoît Cartier, son technicien principal dans la camionnette en bas. Ce n'est pas seulement un port. C'est un port bavard. Nous avons tout. La confirmation de Cerbère, le lien avec Rostov, le plan de saisie du Zénith. Tout est sur un enregistrement audio d'une clarté cristalline. Nous avons de quoi le licencier pour faute grave 10 fois. Bien, dit Hélène. Mais une faute grave ne suffit pas. Je ne veux pas qu'il soit licencié. Je veux qu'il soit humilié. Je veux qu'il soit arrêté. La note pour le vin est la preuve tangible et indéniable de la fraude. C'est la cerise sur le gâteau. J'ai besoin qu'il paie cette addition avec la carte d'entreprise, la carte Funders. Problème, patronne, dit Benoît. Les types comme Thorne sont malins à ce sujet. Il mettra une dépense aussi évidente sur sa carte personnelle. Puis il la soumettra en note de frais plus tard, enfouie dans un rapport de relations clients de 100 000 €. Le paiement par carte d'entreprise est plus propre, mais il n'est pas assez stupide pour l'utiliser pour ça. Il le sera, dit Hélène. Il vient de m'insulter devant son nouveau meilleur ami. Son ego est en jeu. Il doit paraître puissant, et en ce moment, il se sent très puissant. Elle prit une inspiration. Préparez-vous à activer le pépin sur ses comptes personnels. Amex, Visa, tout. Donnez-moi une fenêtre de 60 secondes dès que je donne le signal. Activation du pépin, confirma Benoît. Nous sommes prêts. Ça va être amusant. Et Benoît. Oui, mademoiselle Vance. Faites bouger David et Hugo de la salle. Je les veux à l'entrée principale du restaurant. Je ne veux pas qu'ils s'enfuient. Compris. Les commis débarrasseurs sont en mouvement. Bonne chance, patronne. Hélène ressortit. Marie lui tendit l'addition. Elle était présentée dans un lourd portefeuille en cuir noir. Hélène jeta un coup d'œil au total. 8 450 €. Le caviar, le champagne, les entrées et le pétrus à 5 200 €. Une somme vraiment stupéfiante. Elle se composa, prit une profonde inspiration et retourna dans la salle. Le sommelier terminait juste le processus de décantation,
versant le vin rouge profond dans des verres en cristal. Thorne riait, sa bonne humeur retrouvée. « Ah, bien mieux, » dit Thorne alors que le sommelier partait. « La compétence. C'est une belle chose. » Hélène s'approcha de la table, la tête baissée. Elle posa doucement le portefeuille en cuir sur la table à côté de Jean Thorne. « Monsieur, » chuchota-t-elle, projetant la peur et la soumission. « Votre addition. » Thorne la regarda, agacé. « Nous n'avons pas fini. Nous prenons un dessert. »« Je sais, monsieur, » balbutia Hélène. « Mais Marie, ma directrice, elle a dit, vu le prix du vin, elle a dit que nous devions préautoriser le paiement politique du restaurant pour une table de cette taille. » C'était un mensonge complet. Bien sûr, le Zénith n'avait pas de telle politique. Les yeux de Thorne se plissèrent. « Préautorisé. M'accusez-vous de ne pas pouvoir payer ? » ?»« Non, monsieur. Jamais, » dit Hélène en reculant d'un pas, « c'est juste après que j'ai renversé. » Elle a dit. La colère de Thorne était palpable. Il était remis en question. Son autorité défiée, même faiblement, devant Rostov. Il laissa échapper un long soupir las. « C'est ce que j'obtiens en dînant dans les propriétés de ma propre entreprise. L'incompétence. » Il plongea la main dans sa veste, sortit un mince portefeuille en peau d'alligator et brandit une carte American Express plaquée or brillante. Il la jeta sur la table. « Très bien, passez-la, et ajoutez un pourboire de 20%, même pour ce service désastreux. Maintenant, sortez de ma vue et envoyez-nous une carte des desserts. »« Oui, monsieur Thorne. »« Merci, monsieur Thorne. » Hélène s'empara de la carte et marcha, sans courir, jusqu'au terminal principal près du bar. Marie était là, faisant semblant de polir des verres. « Il a mordu à l'hameçon, » murmura Hélène. Elle passa la carte et appuya sur le côté de son oreillette. « Maintenant, Benoît, maintenant. » Elle attendit. 1 seconde. 2. 3. La machine ronronna, puis un bip numérique strident. Refait. Code 05. Ne pas honorer. Le sang d'Hélène chanta. « Marie, » dit-elle, sa voix assez forte pour que les tables voisines l'entendent. « C'est étrange. »« Qu'est-ce qu'il y a, Ella ?» demanda Marie, jouant magnifiquement son rôle. « La carte de monsieur Thorne. Elle a été refusée. » Les murmures commencèrent instantanément. Hélène, tenant la carte par le bord, comme si elle était contaminée, retourna à la table. C'était la plus longue marche de sa vie. Tous les yeux étaient sur elle. Thorne était en train de siroter le Pétrus. Qu'est-ce que c'est encore ? Hélène tremblait, mais cette fois, c'était de joie pure et non dissimulée. « Monsieur Thorne, » dit-elle, la voix brisée. « Je suis tellement désolée. Elle a été refusée, monsieur. » Thorne s'étouffa. Une fine bruine de vin à 5 000 € embruma la nappe. « Quoi ?» rugit-il. Tout le restaurant était maintenant silencieux. Il était écrit « Ne pas honorer, monsieur », chuchota Hélène en tendant la carte. « C'est impossible », claironna Thorne, son visage prenant une teinte cramoisie vraiment magnifique. « C'est une carte à solde illimité. Repassez-la. Espèce de petite idiote incompétente. Vous l'avez probablement mal passée. »« Je l'ai fait, monsieur. 3 fois. » La fureur de Thorne fut alors remplacée par une panique froide et visible. Son ego, sa réputation, son pouvoir. Tout cela s'évaporait devant Sergueï Rostov, un homme qui ne respectait que la force. « C'est ridicule, » gronda Thorne. Il fouilla de nouveau dans son portefeuille. « Mon banquier sera viré. Vous serez tous virés. Tenez. » Il jeta une Visa Platinum. « Essayez celle-ci. » Hélène la prit. Retourna au terminal. La passa. Attendit. Bip. Refait. C14. Compte avalé. Cette fois, elle n'eut même pas besoin de dire quoi que ce soit. Le bip était assez fort. Elle revint, son visage un masque de terreur. Monsieur. Thorne hyperventilait. Sa fortune personnelle était liée aux sociétés écrans même qu'il utilisait pour frauder Vance Sterling. Hélène savait, grâce à son audit, qu'il était endetté jusqu'au cou. Ses comptes personnels étaient probablement, en réalité, dangereusement bas. Le pépin ne faisait que rendre la vérité visible. « C'est une erreur système », siffla-t-il, ses yeux balayant la salle. Morgan Colbert avait l'air sur le point d'être malade. Rostov observait Thorne, son visage froid et évaluateur. L'accord était en train de mourir ici même, à cette table. « Je ne sais pas quoi faire, monsieur, » dit Hélène, l'image parfaite de l'impuissance. « Tenez,
cria Thorn, la voix brisée. Il ouvrit son portefeuille en deux, sa main tremblant de rage et d'humiliation. Il passa devant deux autres cartes inutiles et finalement ses doigts se refermèrent sur son dernier recours. C'était une lourde carte noire mate en métal anodisé. La carte Founders de Vance Sterling Holdings, celle avec une limite vraiment inexistante, celle directement liée à la trésorerie principale de l'entreprise. Il la lui jeta. Elle dérapa sur le sol et atterrit près de ses pieds. « Utilisez-la » cracha Théil, sa voix un grognement bas et dangereux. « Et si ça ne marche pas, j'achèterai personnellement ce bâtiment et je le ferai démolir avec vous à l'intérieur. » Hélène se pencha. Elle ramassa la carte Founders. La signature de son arrière-grand-père était gravée au laser dans le coin. Elle regarda Thorn, les yeux pleins de larmes. « Oui, monsieur Thorn. Tout de suite. » Elle retourna au terminal. Elle n'appuya pas sur son oreillette. Elle n'en avait pas besoin. Benoît avait déjà levé les blocages. Elle passa la lourde carte noire. La machine ronronna, puis un doux et agréable digne. 8 450 €. Le reçu s'imprima, une longue langue blanche de victoire. Hélène le déchira. Elle prit le portefeuille en cuir, plaça la carte d'entreprise noire à l'intérieur et posa la copie du commerçant du reçu par-dessus. Elle retourna à la table. Le silence était absolu. Elle posa le portefeuille au centre de la table. « Merci, monsieur Thorn, » dit-elle. Sa voix ne chuchotait plus. Elle était claire. « C'est passé. » Jean Thorn laissa échapper un souffle tremblant, la couleur revenant lentement sur son visage. La crise immédiate était évitée. Il était toujours le roi. Il attrapa un stylo de sa poche, ouvrit le portefeuille pour signer le reçu, et se figea. Il fixa le reçu. Vance Sterling Holdings. Compte. Astérisque 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 4522. Montant 8 450 €. Statut approuvé. Il leva les yeux du reçu, ses yeux se plissant de confusion. Il regarda Hélène, pour la première fois. Il la regarda vraiment. Il vit que sa posture maladroite avait disparu. Elle se tenait droite, les épaules en arrière, le menton relevé. Ses yeux, qu'il avait pris pour effrayés, brillaient maintenant d'un feu froid et intelligent. L'uniforme en polyester bon marché ressemblait soudain à une armure. « Vous » murmura-t-il, son cerveau assemblant lentement, douloureusement les pièces. « Vous avez utilisé la carte d'entreprise. »« Vous me l'avez dit, monsieur, » dit Hélène, sa voix nette et professionnelle. « Mais mes cartes personnelles, pourquoi ont-elles » Il s'interrompit. Il vit le léger sourire triomphant jouer sur ses lèvres. Il réalisa que c'était un piège. « Qui » dit-il, sa voix tombant à un murmure mortel. « Êtes-vous, bon sang » Hélène tendit la main et défit le nœud de son tablier. Elle l'enleva, le plia soigneusement et le posa sur le bord de la table. Puis elle plongea la main dans la petite poche de son pantalon noir et en sortit un étui à carte de visite fin et élégant. Elle fit glisser une carte sur la table jusqu'à Thorn. Il n'y toucha pas. Elle en fit glisser une à un Morgan Colbert très pâle. Elle en fit glisser une à un Sergei Rostov très immobile. Thorn baissa les yeux. La carte était en papier cartonné couleur crème avec le logo Vance Sterling en relief. Hélène K. Vance, associé principal, audit forensique, Vance Sterling Holdings. Membre du conseil d'administration. Le sang de Thorn ne quitta pas seulement son visage. Il sembla s'évaporer. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme. Vance, balbutia Théil. La petite fille d'Annelise, compléta Hélène, est l'enquêtrice principale de l'audit interne du projet Cerbère. Nous surveillons vos activités depuis 6 mois, Jean. Morgan Colbert émit un petit son étranglé. Les yeux de Rostov, cependant, brillèrent de quelque chose de nouveau. Pas de la peur, mais du respect. Il observait un prédateur qu'il n'avait pas vu, et il admirait la mise à mort. « Je travaille ici depuis 3 semaines, Jean, » continua Hélène, sa voix résonnant d'une autorité pure et froide. « Je vous ai écouté planifier la liquidation frauduleuse de notre propriété de Lyon. Je vous ai écouté comploter pour voler ce bâtiment même du fonds patrimonial de ma famille. Et ce soir, j'ai eu le plaisir distinct de vous regarder essayer d'impressionner M. Rostov. » Elle se tourna vers Rostov. « Monsieur Rostov, un plaisir de vous rencontrer. Je suis sûr que notre équipe juridique à Singapour sera ravie d'apprendre que le PDG de Vance Sterling vous a diverti, notre principal adversaire en litige, aux frais de l'entreprise. Ce simple repas constitue une violation matérielle de l'obligation de fiduciaire, une négligence grave et bien sûr, une escroquerie.
Elle tapota le reçu de 8 450 €. Ceci, c'est notre pièce à conviction numéro 1. Vous voyez, Jean, vous venez d'utiliser les fonds de l'entreprise pour soudoyer un adversaire, et vous l'avez fait juste devant l'auditrice principale. C'est tout simplement bâclé. La bouche de Thorne s'ouvrit et se ferma. Aucun son n'en sortit. Le projet Cerbère, dit Hélène, est dissous à compter de, il y a 45 minutes. Pendant que vous dégustiez votre vin, mon équipe au siège, agissant sur mon autorisation, exécutait une saisie complète des données de votre bureau. Vos serveurs sont verrouillés. Vos comptes sont gelés. Tout ce que vous avez volé a été redirigé vers le fonds général de Vance Sterling. Vous ne pouvez pas, halta finalement Thorne, retrouvant sa voix. C'est illégal. Vous ne pouvez pas juste. Sécurité. Faites sortir cette menteuse d'ici. Rugit-il. Il se leva à moitié, sa chaise raclant bruyamment. Toute la salle à manger regardait. Ce ne sera pas nécessaire, monsieur Thorne, dit une voix calme. Marie, la directrice, s'avança. Elle était flanquée des 2 commis débarrasseurs, David et Hugo. Ils ne portaient plus de veste de commis. Ils portaient des costumes sombres impeccables et ils avaient l'air très grands. Monsieur Thorne, dit Marie. Je suis la directrice générale de ce restaurant, une propriété de Vance Sterling Holdings, et je crains de devoir vous demander de partir. Votre accès de sécurité a été révoqué. Vous étiez de mèche, hurla Thorne à Marie. La famille de Marie est avec ma famille depuis 30 ans, Jean, dit doucement Hélène. La loyauté est une chose amusante. Vous devriez essayer un jour. Je vais vous poursuivre. Je vous poursuivrai tous. Bafouilla Thorne. Vous ne le ferez pas, dit Hugo, l'un des agents de sécurité. Sa voix était profonde et finale. Monsieur Thorne, si vous voulez bien nous accompagner, nous avons une voiture qui attend pour vous emmener, non pas chez vous, mais à notre service juridique. Ils ont quelques questions. Et puis je crois que l'AMF a quelques questions. Et après ça, le procureur de la République. L'effondrement de Jean Thorne ne fut pas une lente déflation. Ce fut une implosion structurelle. L'architecture entière de son arrogance, la charpente d'acier de son ego qui soutenait sa personnalité, se brisa et s'effondra sur elle-même. Pendant un instant, son esprit fut un pur bruit blanc numérique. Il entendait les mots d'Hélène, mais ils n'avaient aucun sens. Petite fille, audit, fraude, pièce à conviction. Il la fixait, la bouche bée, sur la carte couleur crème posée sur la table. Hélène K. Vance. 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 Il l'avait déjà vue, non pas comme une serveuse, mais comme un fantôme à la périphérie de la salle du conseil. Une jeune femme calme et effacée dans un tailleur sobre, assise derrière sa grand-mère et tapant sur un ordinateur portable. Il l'avait ignorée, tout comme il l'avait ignorée ce soir. Un meuble, un objet de décor, et cet objet venait de l'éviscérer. Vous, murmura-t-il finalement. Le mot était un râle sec dans sa gorge. Sa pression artérielle, qui avait été un torrent de fureur cramoisie quelques instants auparavant, chuta, le laissant froid, moite et gris. Le vin à 5 200 € dans sa bouche avait soudain un goût de cendre. Vous ne pouvez pas. C'est un coup monté. C'est illégal. Vraiment. La voix d'Hélène n'était plus l'alto doux et professionnel d'une membre du conseil. C'était le staccato aigu et glacial d'un bourreau. Est-ce un coup monté que de permettre à un homme d'exposer sa propre conspiration criminelle? Est-il illégal d'enregistrer un PDG se vantant ouvertement de frauder son propre conseil? Vous vous êtes fait ça tout seul, Jean. Vous étiez juste trop arrogant pour voir le public. Mes avocats. Commença-t-il, une menace réflexe et pathétique. Vos avocats. Hélène faillit sourire. Vos avocats sont de Harrison et Specter, un cabinet qui est sous contrat avec Vance Sterling depuis 40 ans. Etagem Henderson de ce cabinet attend actuellement dans notre service juridique avec l'équipe de l'AMF. Ils sont impatients d'entendre votre version de l'histoire. Je crois qu'ils sont particulièrement intéressés par le projet Cerbère. La mention de l'AMF fut le coup de grâce finale. Ce n'était pas une éviction d'entreprise. C'était une mise en examen criminelle. C'était la prison. C'était la fin. Thorne se tourna, les yeux hagards et désespérés, vers les seuls alliés qui lui restaient. Morgan, halta-t-il, tendant une main tremblante à travers la table. Morgan, dis-lui. Dis-lui que c'est un malentendu. Notre projet, c'était pour le bien de l'entreprise. Dis-lui. Morgan Colbert était resté figé dans un état de panique silencieuse et abjecte. Il regarda la main tendue de Thorne comme si c'était un serpent venimeux.
Il regarda les yeux froids et calculateurs d'Hélène. Il regarda les deux agents de sécurité de la taille d'une montagne, David et Hugo, qui se tenaient impassibles et implacables derrière Marie. Morgan vit tout son avenir, le Penthouse, la Porsche, les stock options, s'évaporer, et à cet instant de pure terreur égoïste, il fit son choix. Il recula physiquement de Thorne, poussant sa propre chaise si violemment qu'elle faillit basculer. Je ne sais pas de quoi il parle, hurla Morgan, sa voix se brisant en un couinement d'adolescent. C'est lui qui a tout fait. C'était tout lui. Je suis un lanceur d'alerte. Il fouilla dans la poche de sa propre veste, ses mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine fonctionner. Tenez, regardez. Il sortit un petit carnet relié en cuir. Je prenais des notes pour le dénoncer. J'allais vous apporter ça, mademoiselle Vance. Je le jure. Projet Cerbère. C'était son nom. Je lui ai dit que c'était mal. Je lui ai dit que c'était illégal. Mais il m'a menacé. Il a menacé ma famille. C'était une performance si pathétique, si ouvertement fausse que même les convives de la table voisine grimacèrent. Hélène ne s'y a même pas « gardé ça pour vous, monsieur Colbert », dit-elle, sa voix empreinte de mépris. Votre signature numérique figure sur les autorisations de virement de Cerbère depuis une banque aux Caïmans. Plus précisément, des virements datés du 14 mai, du 2 juin et du 19 août pour un total combiné de 22 millions d'euros. Vous ne rassembliez pas de preuves. Vous étiez un co-conspirateur actif, et je dois dire enthousiaste. Vous êtes juste le premier rat à essayer de se ronger la patte pour s'échapper du piège. Elle fit un signe de tête à Hugo. Il vient aussi. Mettez-le dans la deuxième voiture. Le visage de Morgan Colbert se décomposa. Il n'avait pas seulement l'air vaincu. Il avait l'air effacé. Il s'affaissa sur sa chaise et émit un petit sifflement, son carnet inutile tombant au sol. Pendant tout cet échange, le troisième homme, Sergueï Rostov, était resté parfaitement immobile. Il n'avait pas bronché. Il n'avait pas paniqué. Il avait simplement observé, ses traits de granit impassibles, comme s'il regardait une partie d'échecs particulièrement complexe et sanglante. Maintenant, il se leva lentement, délibérément. Il brossa soigneusement une miette inexistante du revers de son costume cher, bien que de mauvais goût. Il regarda le chaos, les deux cadres brisés, puis fixa ses yeux gris et froids sur Hélène. « Mademoiselle Vance », dit-il, son accent d'Europe de l'Est transformant son nom en un son dur et percutant. Une performance remarquable. Vraiment. Il plongea la main dans sa propre poche et sortit un lourd étui à cartes en platine. Il fit glisser une carte sur la table, non pas près de Thorne ou Colbert, mais directement devant Hélène. Mes affaires avec lui. Il fit un signe de tête vers Thorne avec un air de profond dégoût, sont, bien sûr, terminés. Rostov Global ne tolère pas les imbéciles. Et ça, il fit un geste vers la scène, c'est un opéra d'imbéciles. Il prit son propre verre intact du Pétrus 1982. Il le leva non pas à ses lèvres, mais en un toast pour elle. Ce vin, il est gaspillé pour un homme qui ne le boit que pour le prix. Mais vous, mademoiselle Vance, vous en comprenez la valeur. Il semble que mon procès à Singapour sera beaucoup plus difficile maintenant. Ne comptez pas sur la victoire, monsieur Rostov, dit Hélène, soutenant son regard. Le combat avec Thorne était terminé, mais la guerre avec Rostov ne faisait que commencer. Un rare sourire froid toucha les lèvres de Rostov. Je l'attends avec impatience. Bonsoir. Il se tourna sans un regard en arrière pour les hommes avec qui il avait comploté et sortit du restaurant. C'était un requin, et ayant senti le sang de ses anciens alliés, il s'éloignait simplement pour chasser un autre jour. Il respectait le pouvoir et il venait d'assister à une démonstration magistrale de son application. Son départ fut le signal. La pièce était terminée. Jean Thorne, dit Hélène, sa voix maintenant plate et dénuée de toute émotion. Vous êtes fini. David et Hugo s'avancèrent. Ils ne l'attrapèrent pas. Ils ne se précipitèrent pas. Ils se déplacèrent avec une efficacité lente et mécanique qui était bien plus terrifiante que l'agression. Chaque homme prit un des bras de Thorne, leurs grandes mains se refermant sur ses biceps. « Monsieur Thorne, » dit David, sa voix un baryton calme et profond. « Si vous voulez bien nous accompagner, nous avons une voiture qui attend pour vous emmener à notre service juridique. Eux et quelques messieurs de l'autorité des marchés financiers ont quelques questions. » Le contact physique sortit Thorne de sa stupeur. Une dernière explosion primale de rage narcissique le traversa. Il était un animal acculé. « Non !» rugit-il, essayant d'arracher ses bras de leur emprise. C'était inutile. C'était comme tirer contre du granit. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon restaurant. Je suis le PDG. Sécurité, lâchez-moi.
Il essaya de planter ses pieds, mais ses chaussures en cuir coûteuse glissèrent sur le marbre poli. Il fut à moitié soulevé de sa chaise. Toute la salle à manger, une mère de visage riche et silencieux, regardait. Il regardait le roi dans son costume zili être emmené comme un ivrogne ordinaire. L'humiliation était absolue. Alors qu'il le traînait devant la table, ses yeux, hagards et injectés de sang, se fixèrent sur Hélène. Il était en train d'être détruit, et elle était là, debout, à le regarder. Toute sa rage, toute sa peur, toute son humiliation se concentrèrent en un dernier projectile rancunier. « Vous croyez avoir gagné » cracha-t-il, la voix brisée. « Vous vous croyez si intelligente ? Vous n'êtes encore qu'une serveuse, une petite intrigante menteuse. Vous êtes une enfant dans la maison de votre grand-père. Mes avocats ils vont vous démolir. » Il était au bord de la section VIP maintenant, ses talons traînants. Il tordit le cou, son visage un masque de fureur violette. Il cria, revenant à la seule insulte qui lui restait, celle qu'il croyait être la vérité ultime. « Vous ne pouvez pas vous permettre ça !» beugla-t-il, faisant des gestes sauvages avec sa tête vers la salle opulente, l'addition de 8450 €, la bouteille de Pétrus à moitié bue. « Vous ne pouvez rien vous permettre de tout ça. » Ces mots résonnèrent dans le silence soudain et tombal du restaurant. Hélène ne bougea pas. Elle laissa ces mots flotter dans l'air, un nuage toxique et persistant. Elle laissa chaque convive absorber sa thèse finale et désespérée. Puis elle pencha la tête comme si elle considérait sincèrement sa déclaration. Elle regarda la table. Elle vit l'addition. Elle vit la lourde carte Founders noire. Et à côté, elle vit le seul billet de 20 € froissé qu'il avait jeté sur la table une éternité plus tôt. Le pourboire. L'aumône qu'il avait jeté à Ella pour son service désastreux. Lentement, délibérément, elle retourna à la table. Ses pas étaient le seul son dans la pièce. Elle se pencha et ramassa le billet de 20 €. Elle le lissa entre ses doigts, ses mouvements précis et calmes. Elle se retourna et se dirigea vers Thorne, qui se débattait maintenant faiblement entre ses deux ravisseurs. Ils s'écartèrent pour elle, lui permettant de se tenir directement en face de l'homme qui, une heure plus tôt, lui avait ri au nez. Elle soutint son regard. Ses yeux n'étaient pas en colère. Ils n'étaient pas triomphants. Ils étaient simplement vides. Elle était une auditrice, et son compte était clos. « Vous avez raison sur une chose, Jean, » dit-elle, sa voix claire et portant à travers la salle silencieuse pour que tout le monde l'entende. « Je ne peux pas me permettre ça. » Elle leva la carte Founders noire. « Mon entreprise le peut. L'héritage de ma famille le peut. Un héritage que vous avez essayé de réduire en cendres pour vous réchauffer les mains. » Elle fit un pas de plus, envahissant son espace personnel, le forçant à la regarder. Puis elle baissa la voix jusqu'à un murmure conspirateur, une dernière insulte privée juste pour lui. « Vous, cependant, dit-elle, allez être quelque part où une carte comme celle-ci n'est qu'un morceau de plastique, et vous allez avoir besoin de ça. » D'un mouvement aussi précis que celui d'un chirurgien, elle glissa le billet de 20 € lissé dans la poche de poitrine de son costume zili à 10 000 €. « J'ai entendu dire que le café dans une cellule de garde à vue est terrible, » chuchota-t-elle. « Et il n'est pas gratuit. » Jean Thorne laissa échapper un son. Ce n'était pas un mot. C'était un bruit animal étranglé et blessé d'agonie psychique pure. Ce simple billet de 20 € froissé était le symbole ultime de sa chute. C'était l'humiliation finale et parfaite. Il n'était plus un roi. Il était un cas de charité. « Non, » gémit-il. « Non, s'il vous plaît. Emmenez-le, » dit Hélène, la voix plate. David et Hugo n'hésitèrent pas. Ils se tournèrent et le traînèrent hors de la salle à manger principale. La dernière chose que l'on vit de Jean Thorne fut l'éclair de ses chaussures coûteuses alors qu'il était bousculé vers l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent. Il y fut forcé. Les portes se refermèrent, coupant son dernier gémissement pathétique. Il était parti. Pendant 10 bonnes secondes, le restaurant fut absolument silencieux. La tension se brisa. Quelques tables plus loin, un homme plus âgé en smoking leva son verre en un toast silencieux à Hélène. Quelqu'un d'autre applaudit, même spontanément. Hélène Vance se tenait seule, l'adrénaline qu'il avait parcourue pendant 3 heures disparaissant soudainement, laissant place à un épuisement profond et intense. Et pour la première fois, la douleur dans ses pieds, cette pulsation sourde qui avait été sa compagne constante pendant 3 semaines, revint avec vengeance. Marie s'approcha d'elle, son expression habituellement sévère avait disparu, remplacée par un air de fierté féroce et de soulagement émotionnel. Elle tenait un unique verre d'eau, pas un verre standard de restaurant, mais un lourd gobelet en cristal baccarat étincelant du bar. « Bien joué, mademoiselle Vance, » dit Marie, la voix rauque. « Simplement bien joué. Votre grand-mère est sur ma ligne privée. Elle est, eh bien,
Dire qu'elle est satisfaite serait un euphémisme. Hélène prit le verre et but l'eau d'une longue gorgée reconnaissante. Dans 1 minute, Marie. Dites-lui. Dites-lui que j'ai besoin d'1 minute. Elle regarda la table, la bouteille de Château Pétrus 1982 à moitié finie. Les 2 verres, un pour Thorn, un pour Rostov, encore plein. Sur une impulsion, elle prit son propre verre propre, celui qu'elle avait failli laisser tomber, et se versa une petite mesure. Elle fit tourner le liquide rouge profond, le regardant attraper la lumière des lustres. C'était la bouteille qu'il avait utilisée pour l'insulter. C'était le vin que son grand-père, le fondateur de l'entreprise, avait acheté et mis en cave dans ce bâtiment, le bâtiment qu'il aimait. Elle regarda par la fenêtre la ville, sa ville, scintillant en dessous comme un tapis de diamants. Il avait raison, vous savez, murmura-t-elle presque pour elle-même. Pardon, demanda Marie, confuse. Jean. Il avait raison. On ne peut pas se permettre ça. Elle leva le verre et prit une petite gorgée respectueuse. Le vin était extraordinaire. Il était complexe, avec des notes de tabac et de fruits noirs, et peut-être une pointe de poussière et de thym. Il avait le goût de l'histoire. Je ne peux vraiment pas, dit-elle, un sourire lent, fatigué et profondément satisfait se répandant sur son visage. Mais Marie, l'expression de son visage quand je lui ai donné ce billet de 20 €, ça n'avait pas de prix. Et c'est ainsi que le roi fut renversé de son trône. Non pas par une armée, mais par une femme invisible qu'il avait été assez sot pour sous-estimer. Jean Thorn apprit à ses dépens. Ne méprisez jamais les gens qui vous servent. Vous pourriez bien être en train de parler à la personne qui possède tout le bâtiment.